Jean-Charles, es-tu là? Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Céline. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce premier webinaire que nous organisons ensemble avec… Alors, on a quelqu'un qui n'a pas coupé le son. Je ne sais pas si je peux intervenir à distance. Non, mais ça a l'air d'être résolu. Donc voilà, de nouveau bonjour à tous et bienvenue et heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire que nous organisons, que nous allons co-animer avec Céline. Donc voilà, Céline, à toi de jouer. Je te laisse te présenter. Oui, merci Jean-Charles. Donc, eh bien moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis expert en développement commercial. Je suis une véritable passionnée. J'adore mon métier, j'adore relever tous les challenges. Et en fait, j'ai créé une société qui s'appelle ActiveSync, en 2011, après une vingtaine d'années dans l'édition juridique à des postes de responsabilité commerciale, qualité, relations clients. Voilà, j'ai une forte expérience. J'ai écrit un livre sur le développement avec LinkedIn, là aussi parce que ça apporte énormément d'opportunités de nouveaux clients. Et puis d'une manière plus générale, on va dire que j'accompagne les professionnels dans l'optimisation de la performance commerciale. Bon, et toi, Jean-Charles, dis-nous tout. Alors moi, une trentaine d'années d'expérience, d'abord dans la partie commerciale et puis à travers une direction générale de filiale française d'un groupe italien. J'ai eu l'occasion de m'occuper des achats en Asie et puis parallèlement, sentant et comprenant que le chef d'entreprise et le patron de PME ou de structure étant un peu esselé, j'ai eu l'idée de créer Optimis Cost, qui est une société de cost killing en 2010 et puis une centrale d'achat dédiée frais généraux en 2022. Donc, avec une expérience également dans la gestion de centres de profit, de l'accompagnement d'entreprises et de structures dans leurs objectifs de réduction de coûts et d'optimisation des achats à qualité équivalente et sans toucher aux effectifs, puisque ça, c'est une chose importante qu'on ne sait pas faire. Merci Jean-Charles. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Eh bien, c'est simple. Pendant une petite heure, nous allons aborder en fait deux points. Tout d'abord, la définition d'une stratégie commerciale, une stratégie commerciale adaptée donc à chaque professionnel, à chaque entreprise. Et puis ensuite, nous irons sur les opportunités de financement et notamment comment les identifier. Tu nous expliqueras tout ça, Jean-Charles. Il y aura un tirage au sort de 2 cadeaux, donc pour ceux qui seront présents à la fin, juste avant les questions-réponses. Juste avant, dans le chat, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez? Est-ce que chacun peut écrire dans la discussion? Vous cliquez sur l'onglet discussion pour nous dire d'où vous venez. Je pense qu'on a des gens qui sont un petit peu de toute la France. Hop, nous avons Lille avec Christophe, PACA, Paris, avec Sonia. Bonjour Sonia. Hop, Paris encore. Marseille, Marseille, point d'exclamation, dit Frédéric. Dieppe, oui, bon, c'est bon. Mâcon, on a vraiment effectivement la France qui est bien représentée. Alors, eh bien, je te propose, Jean-Charles, qu'on y C'est aille. parti. C'est Eh parti? ben, on attaque. Allez. On y va. J'ai la salle d'attente en fait que je n'arrive pas à enlever. Donc, hop, au fur et à mesure, je vais faire rentrer les personnes. Eh bien, je vais commencer donc par la définition d'une stratégie commerciale performante, si vous le voulez bien. Alors, pour définir une stratégie, déjà, on se pose souvent la question. Moi, je vois des personnes à qui je pose la question, quelle est votre stratégie commerciale? Et puis, j'entends, je fais des salons, je prospecte, je vais sur des événements qui ont une stratégie, en fait, qui n'est pas réellement définie. C'est simple, si votre stratégie n'est pas définie, vous n'irez pas vraiment sur un objectif donné. Donc, il est important d'avoir bien conscience de ce que vous faites, qui sont vos concurrents, votre marché, vos moyens. Vous fixez un réel objectif par rapport à tout ça
Et puis, dans tout ça, vous avez effectivement deux solutions. Un, c'est vous lancer tête baissée dans la recherche de clients. Mais là, vous avez un sérieux risque, en fait, de vous essouffler, de ne pas arriver à un objectif donné, de ne pas pouvoir redresser la barre. Ou alors, eh bien, vous allez prendre de la hauteur et puis définir un vrai plan stratégique, ce qu'on va essayer de faire là pendant ces 20 minutes, et pouvoir être le réel pilote de votre activité. Alors, hop, votre objectif, posez-le en termes de chiffre d'affaires, de nouveaux clients, peu importe, mais posez un objectif. Et puis, par rapport à ça, vous allez avoir une offre commerciale. Alors, une offre commerciale, c'est pas, par exemple, je suis avocat en droit social ou je vends des produits pour les avocats. Ça, non, c'est pas du tout, du tout, du tout une offre commerciale. Une offre commerciale, ça va être l'occasion pour vous de vous poser sur votre activité, de scinder en fait vos outils, vos services en plusieurs sous-parties que je vais appeler offres commerciales. Là, par exemple, pour un avocat, ça va être qui serait axé vers le monde de l'entreprise, ce serait de dire, ben voilà, moi je propose telle offre à l'entreprise, et puis dans tout ça, d'essayer d'être synthétique sur un document, parce que si vous êtes synthétique sur un document A4, derrière, vous allez pouvoir vous vendre plus facilement, vous allez pouvoir en parler avec une réelle fluidité et obtenir des nouveaux clients plus facilement. Donc ici, par exemple, dans le cas présent, un cabinet d'avocats, eh bien, quand est-ce que je vais faire appel au cabinet? Pour quel motif? Donc là, c'est à vous de lister les motifs, le bénéfice en fait client vient après. Donc, vous allez noter les différents motifs pour lesquels on va vous consulter ou on va venir pour vos produits. Ensuite, qu'est-ce que vous apportez à vos clients? Quel est le bénéfice en fait de travailler avec vous? Écrivez-le, c'est important parce que vous allez voir que c'est la meilleure façon de convaincre. Et puis concrètement, comment est-ce qu'on travaille avec vous? Comment est-ce qu'on le met en place? Vous allez rassurer, vous allez apporter en fait tous les éléments qui vont rassurer la personne que vous allez devoir convaincre. Alors, pour ça, il faut aussi savoir parler de soi. Donc, écrivez quelques lignes sur vous, mais pas d'une manière CV. Écrivez vraiment d'une manière qui donne envie, comme si vous étiez en train de me parler. Je suis avocat, nanana, etc. Et puis, vous allez indiquer, bien sûr, quels sont vos domaines d'expertise, la clientèle concernée, et puis on finit par les honoraires pour être synthétique. Une fois que vous allez avoir tout reporté comme ça sur un document, vous serez synthétique et vous allez pouvoir, derrière, eh bien, réaliser un argumentaire de vente. Et donc, pour faire un argumentaire de vente, eh bien, c'est simple, vous allez repartir sur les différents éléments que l'on vient de voir, mais également travailler sur les objections avant de définir un plan d'action. Donc, vous avez votre objectif, vous connaissez votre offre ou vos différentes offres commerciales, vous avez réalisé vos argumentaires de vente, vos réponses aux objections. Vous allez maintenant définir un réel plan d'action. Hop, si je ne clique pas bien. Et ce plan d'action, eh bien, va partir là où vous pensez qu'il faut que vous alliez, où vous pensez que vous allez avoir de bons résultats. Donc, par exemple, pour une société, pour une entreprise, ça va être l'équipe commerciale. Ça va être axé sur la formation. Ça va être axé sur tous les supports qui vont être donnés aux clients ou qui vont être remis à l'équipe commerciale. Ou alors, vous allez pouvoir vous adresser à une société qui va vous prendre des rendez-vous externalisés. Vous allez aller sur les réseaux sociaux peut-être, avoir un community manager en interne ou en externe. Vous allez pouvoir faire des campagnes AdWords, etc. Je vais prendre un exemple un petit peu plus loin, donc j'y reviendrai. Donc, le plan d'action étant
définie. Il vous faut à présent choisir des outils, recruter peut-être des personnes, vous formez vous ou former en interne pour arriver à atteindre votre objectif. Et là aussi, c'est important de vous poser la question de quoi est-ce que j'ai besoin. Plus on est formé, plus on est accompagné, plus derrière, les résultats arrivent rapidement et puis surtout, on se sent beaucoup mieux dans la gestion de son activité. Par rapport à tout ça, bien évidemment, vous allez aussi dégager une organisation, que vous soyez seul, que vous soyez avec une équipe, vous avez toute une organisation également à mettre en place et un suivi de résultats. Par exemple, vous posez-vous la question, quelles sont mes compétences, mon savoir-faire, mes spécificités, mes qualités? Comment est-ce que je me démarque par rapport à mes concurrents, qui sont mes clients, mes prescripteurs, mes cibles, mon organisation, mon chiffre d'affaires? C'est ce qui va vous construire, vous, directement, par rapport à l'objectif que vous vous donnez et votre développement, bien sûr. Donc, par rapport à vous, vous allez définir un objectif concret et mesurable. Chiffre d'affaires, nouveaux clients, nouveaux dossiers, peu importe, c'est vous qui le définissez. Vous allez préciser votre cible parce que si votre client, c'est monsieur tout le monde, c'est aussi monsieur personne. Et donc, il va vous falloir bien définir quelle est la cible que vous souhaitez approcher, quelle est la taille de votre cible s'il s'agit d'entreprise. Vous pouvez aussi aller en B2C vers le particulier. Quel secteur d'activité? Quelle localisation? Est-ce que vous travaillez sur la France, à l'international, sur une région? Peu importe, mais vous allez définir concrètement votre cible. Votre positionnement derrière, avec l'offre commerciale ou les offres commerciales que vous aurez définies, votre positionnement sera plus facile et vous travaillerez votre discours oral et écrit pour qu'il soit efficace. Un discours court, si vous croisez quelqu'un pendant quelques secondes, pouvoir avoir un discours accrocheur ou une présentation de 5-10 minutes. Voilà, les offres commerciales et orientées bien sûr vers votre clientèle cible. Si je prends un exemple de stratégie, là, il y a 5 axes de développement. Le premier axe va être de développer mon activité chez mes clients. Souvent, on a des clients, mais on peut encore développer davantage avec eux. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire de plus chez mes clients? Deuxième axe stratégique, développer mon activité avec mes confrères ou avec d'autres personnes. Là, ça peut être par exemple pour les avocats, faire du cross-selling. Si je suis avocat en droit du travail et je suis vraiment spécialisée en droit du travail, je vais aller chercher d'autres avocats qui sont sur d'autres matières et qui ne font pas ma matière pour pouvoir travailler avec eux et faire en sorte qu'ils m'ouvrent les portes de leurs clients. Aller chercher de nouveaux clients, alors là, il y a beaucoup de choses à faire, on pourra en parler pendant des heures, mais c'est un axe stratégique. Ensuite, construire et développer mon réseau de prescripteurs. Sachez que les prescripteurs sont un axe, un levier qui est extrêmement efficace. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites pour vos prescripteurs? Depuis combien de temps est-ce que vous ne les avez pas vus? Ils ont peut-être croisé quelqu'un qui fait le même métier que vous, et donc il y a des choses, des actions à mettre en place. M'affirmer sur les réseaux sociaux et optimiser mon site web. Sur les réseaux sociaux en lien avec le site web, bien évidemment, là, je pourrais aussi vous en parler pendant 2 heures puisque j'ai écrit un livre sur le sujet qui est paru en mars dernier et qui vous donne toutes les clés au travers de 58 vidéos en QR code. Alors, une fois qu'on a cette stratégie, on va poser de vraies actions. Peut-être qu'il faut optimiser votre site web. Est-ce que des clients arrivent directement sur votre site web? Sinon, posez-vous la question, ce n'est pas normal. Ensuite, mettre par exemple en place une campagne AdWords pour remonter plus facilement dans les résultats Google. Ou alors, préparer une prospection sur un salon professionnel. Quel que soit votre métier, ça marche bien ça. Ou alors, fidéliser votre réseau de prescripteurs, comme je le disais. Mettre en place un plan de fidélisation de vos clients. Il faut les garder, vos clients. Il faut entretenir ce lien avec vos clients. C'est extrêmement important là aussi. Développer votre notoriété, créer du lien, gagner des clients sur LinkedIn
ou intégrer un réseau d'affaires. Je parle de BNI puisque, Jean-Charles, nous sommes tous les deux BNistes. Il y a un vrai intérêt, on le sait, à rejoindre un réseau, un bon réseau d'affaires professionnel. Voilà un exemple. J'espère que cela va vous aider, vous, à définir votre propre stratégie. Hop, une fois que vous avez défini la stratégie, eh bien, il faut en définir le coût. Le coût au travers d'un accompagnement ou de formation potentielle, au travers de recrutement, d'outils, même de temps passé, parce que si vous passez du temps sur cette stratégie, eh bien, il faut aussi le mesurer. Et puis, surtout, il faut vous donner les moyens, en fait, de le financer. Donc, il faut aller à la recherche de ce financement. Et puis, ça tombe bien, puisque aujourd'hui, Jean-Charles est avec nous et c'est son métier, trouver le financement. Donc, Jean-Charles, je te donne la main, c'est à toi. Merci Céline. Eh bien, écoute, je te propose de passer à la slide suivante. Et donc, de rebaliser rapidement les 4 modes de financement classiques qu'on retrouve, les fonds propres, les dettes, les modes dits alternatifs tels campagne de crowdfunding, etc. Et les subventions, j'insiste quelques secondes sur la partie subvention, c'est très peu connu en fait, mais vous avez la possibilité d'aller chercher des subventions auprès des collectivités locales, voire remonter jusqu'à l'Europe selon les plans de financement que vous avez et les projets que vous pourriez avoir. Il y a notamment, par exemple, sur de l'investissement productif, tout ce qui est machine-outils, les collectivités locales peuvent vous accompagner, ou la BPI sur du développement export. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie financement classique et on va s'interroger maintenant sur des modes de financement un peu plus originaux. Donc, tout ça pour venir financer votre développement commercial et vos actions que vous avez définies suite à la stratégie commerciale. Donc, sera-t-on en capacité de financer partiellement ou totalement ces plans d'action commerciaux via l'analyse de vos propres achats et vos propres coûts? Là, on rentre dans vraiment ce qui pourrait être une dualité, mais en fait, ce n'en est pas une. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a 3 leviers pour améliorer la rentabilité de votre entreprise ou de votre structure. Il y a le chiffre d'affaires, la marge et les coûts. Idéalement, ce qu'il faut faire, c'est arriver à augmenter son chiffre d'affaires, augmenter sa marge et parallèlement maîtriser, optimiser ses coûts et ses achats. Et là, on est vraiment dans le cœur du système et vous allez être dans 2 situations qui sont complètement différentes. Vous avez la volonté d'augmenter votre chiffre d'affaires. Vous êtes sans nul doute, tous ceux qui sont présents à ce webinaire, vous êtes sans nul doute dans une situation de concurrence. Vous avez forcément un concurrent et donc dans certains marchés, le coût d'acquisition d'un nouveau client peut être très élevé. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les entreprises consacrent beaucoup plus d'énergie et d'efforts et de moyens pour aller glader nos nouveaux clients que de défendre ses anciens clients et ses clients actuels. Donc, vous allez forcément avoir besoin de mettre des moyens en place pour récupérer des clients. Et avec une conclusion qui est évidente, c'est qu'il y a une incertitude sur le résultat. Vous pouvez faire tous les plans de financement, les business plans que vous avez imaginés. Il y a un certain nombre d'éléments que vous n'allez pas maîtriser. Comment va évoluer mon marché ? Si j'ai un marché, par exemple, qui dépend de la météo, comment vont évoluer mes concurrents? Quelles stratégies ils vont mettre en place? Quels moyens ils vont mettre en place? Donc, vous avez une incertitude sur le résultat. Donc, à contrario, quand vous êtes dans une logique de réduction de coûts ou d'optimisation des coûts et des achats, je précise que toutes les entreprises du CAC 40 font ce type de process, font des opérations de relifting des achats ou d'optimisation de leurs coûts. Ce qu'on constate aujourd'hui, pour le pratiquer depuis un certain nombre d'années, c'est que l'ensemble des fournisseurs ou une grande majorité de fournisseurs augmentent leur prix tous les ans. Maintenant, je vais vous interroger en vous disant, tiens, est-ce que vous avez déjà imaginé ou est-ce que vous vous êtes déjà dit, tiens, voilà mon nouvel appel de cotisation assurance, il va falloir que je m'en occupe et que je le renégocie. Tiens, voilà ma facture téléphonie, il va falloir que je m'en occupe. Tiens, voilà ma facture de nettoyage, il va falloir que je m'en occupe. Et puis, les jours faisant, les tâches quotidiennes, l'impossibilité que nous avons tous à accomplir notre to-do list fait que ce sont des dossiers qui passent en second plan et d'année en année, vous
prenez des augmentations. Par exemple, les assurances, ça augmente de 3 à 5% tous les ans. C'est classique, c'est mécanique. Quoi qu'il en soit, ça arrive. Et je ne parle pas forcément de la période actuelle où on est sur des inflations importantes dans certains domaines d'activité. Donc aujourd'hui, la logique, c'est simplement de se poser la question. Et si j'avais la volonté, moi, de renégocier mes achats, parce que tu peux revenir en arrière, tu y allais un peu vite. Voilà, juste de renégocier mes achats. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est vous-même qui allez mettre vos prestataires et vos fournisseurs en situation de concurrence avec une certitude sur le résultat. Là, vous avez la certitude que vous allez arriver à générer des économies sans pour autant altérer la qualité de la prestation ou des produits que vous allez acheter. Alors, vas-y, là, tu peux… Alors, quel poste optimiser? J'ai identifié 6 leviers aujourd'hui et 6 grandes familles de postes à travailler. Donc ça ne va pas forcément concerner tous ceux qui sont présents au webinaire. On va parler là majoritairement du monde industriel, du monde du négoce, où vous allez faire des achats métiers, des achats matières premières, composants, produits finis. Là, en général, ce sont des achats qui sont maîtrisés dans l'entreprise où il y a une compétence en interne, parce que c'est votre cœur de métier. Donc ça, généralement, c'est pratiqué. De manière induite, les frais logistiques, tout ce qui va être transport, expédition de produits, intérim logistique, emballage, sur lesquels il y a des grosses augmentations aujourd'hui, ce sont des choses qui sont faites, mais qui ne sont pas faites, mais qui ne sont pas forcément réalisées. Ces négos ne sont pas forcément réalisés par des responsables logistiques. Et quoi qu'il en soit, même s'il y a un responsable logistique, ça peut mériter de faire une intervention complémentaire pour aller chercher des pistes d'optimisation. Donc là, on est vraiment sur des postes qui ont des très fortes inflations en ce moment, sur lesquels il est intéressant de se pencher. De manière un peu moins induite, derrière, il y a le troisième levier qui vont être les frais commerciaux. Donc ça, c'est pour ceux d'entre vous qui avez des forces de vente. Vous avez forcément des locations de véhicules, que ce soit courte durée, longue durée, les entretiens de véhicules, les cartes carburant. Une petite astuce, pensez à faire remettre en état un véhicule avant de le rendre sur une location longue durée. Ça vous coûtera beaucoup moins cher que si c'est le loueur qui le fait. Voilà. Donc ça concernait certains d'entre vous. Maintenant, ce qui va concerner l'ensemble d'entre vous, c'est tout ce qui va être considéré comme les frais généraux et ce qui est considéré généralement comme les coûts non stratégiques. Donc là-dedans, on va mettre un certain nombre de familles de produits, tout ce qui va être informatique, télécommunications, impression, administratif, par exemple, les fournitures de bureau, sauf à ce qu'il y ait des freelances au webinaire, mais tout le monde achète de la fourniture de bureau. La propreté du site, l'entretien du bâtiment, la sécurité du site, tout ce qui a trait aux ressources humaines. L'intérim, par exemple, sur les titres restaurants, on a vraiment une capacité d'aller générer des économies sur des frais de gestion, sur des frais de transport. Les assurances, j'en parlais tout à l'heure, mais régulièrement, vous allez prendre tous les ans 3, 4, 5% d'augmentation, même si vous n'avez pas eu de sinistre. Donc, ça mérite de se reposer de temps en temps. Et enfin, last but not least, puisqu'aujourd'hui, ça impacte énormément un certain nombre d'entreprises, c'est la partie énergie. Où là, même là-dessus, on a des matières à aller chercher quelque chose. Et ensuite, donc, vas-y, tu peux y aller sur le fiscal. Ça, j'allais dire, c'est des choses assez connues, deux domaines après d'intervention sur lesquels on peut agir et qui sont beaucoup moins connus. 30% des entreprises ou des structures ont une surimposition fiscale. Qui dit surimposition fiscale, ça veut dire taxe foncière, TASCOM, qui induit la CFE. On a la possibilité de contrôler ça. Ce n'est pas forcément toujours dans les lettres de mission des experts comptables. Certains experts comptables ne veulent pas le faire, mais on a la possibilité d'aller travailler sur les taxes foncières et de vérifier si elle est conforme à ce que l'entreprise ou à la structure doit payer. Et ça peut être fait que l'entreprise soit propriétaire de son bâtiment ou qu'elle ne le soit pas, puisque généralement, un bailleur foncier va refacturer la partie taxe foncière. Donc là, ça peut se contrôler et on peut récupérer auprès de l'administration fiscale les sommes indûment versées. Et enfin, il y a un dernier sujet qui est les charges sociales. 40% des entreprises ont des erreurs sur leur bulletin de salaire. Ça ne se sait pas toujours. Et là aussi, bonne nouvelle, ça peut se contrôler et on peut récupérer auprès de l'URSSAF les sommes indûment versées. Imaginez que sur les deux derniers sujets, le fiscal et le social, les sommes que vous alliez récupérer auprès de l'administration fiscale ou de l'URSSAF peuvent générer un plus l'année où vous le récupérez,
mais vont vous générer des économies toutes les années suivantes. Ouais, donc ça, ce sont des pistes qui sont beaucoup moins connues, mais on a la possibilité d'agir là-dessus. Donc, pour résumer et en synthèse, aujourd'hui, il y a 6 leviers au moins 6 leviers sur lesquels vous pouvez agir, et ça va dépendre un peu de la nature de votre activité. Forcément, j'ai vu qu'il y avait des avocats qui assistent au webinaire. Un avocat ne sera pas concerné par les achats métiers ou les frais logistiques, mais un certain nombre d'entre vous, vous pourriez être intéressés par les frais logistiques, les frais commerciaux, les achats métiers, les frais généraux, le fiscal et le social. Et en actionnant un maximum de leviers, vous allez être en capacité de générer une augmentation de la rentabilité avant impôt de votre structure et donc de générer mécaniquement un financement de vos actions commerciales qui vont elles-mêmes générer un chiffre d'affaires additionnel et donc une rentabilité additionnelle. Il y a une très bonne question qui vient d'arriver sur la partie administration et Laurent, je vous propose d'y répondre un peu plus tard. Alors, comment le faire? Eh bien, il y a deux manières de le faire. Soit vous avez la ressource en interne et vous avez une personne qui est dédiée sur ces achats-là. Eh bien, confiez-lui cette mission, challengez-la là-dessus, mettez en place des process d'analyse et de renégociation. On peut intervenir en complément si besoin, mais si vous avez la ressource en interne, n'hésitez pas à la solliciter, à la challenger. La deuxième option, c'est que vous n'avez pas de ressources en interne, ce qui est généralement le cas de beaucoup de structures inférieures à 250 personnes. Et donc, là, vous pouvez faire appel à des personnes extérieures. Et le grand avantage, c'est que pendant que des cabinets extérieurs vont faire ça, eh bien, pendant ce temps-là, l'ensemble des collaborateurs va être dédié au développement de l'entreprise et à sa gestion. Alors, quelle économie on peut aller espérer en faisant ce type d'opération? Donc là, je me suis permis de glisser quelques résultats qu'on a pu avoir dans des missions. Donc, vous avez, pour des raisons de confidentialité que vous comprendrez, vous avez non pas le nom de l'entreprise, mais l'activité de l'entreprise. Donc, entreprise de nettoyage, cabinet d'avocats, expert comptable, agence immobilière, études de notaire, entreprise de restauration rapide, imprimeur, société de vêtements à domicile, médecine du travail, industrie, société logistique multisite, avec le budget initial, le budget négocié, donc l'économie en euros et en pourcentage. Vous voyez que les chiffres sont très précis. On aime bien la précision des chiffres. Et donc, en moyenne, il faut imaginer que vous êtes en capacité, grâce à des opérations et à des missions comme ça, vas-y Céline, si tu peux, vous allez être en capacité de générer une vingtaine de pourcents d'économie en moyenne, selon ce que vous avez fait ou pas fait. Et ça, c'est très important. Vous n'avez pas du tout altéré la qualité de la prestation, vous n'avez pas du tout touché à l'effectif de votre entreprise. Au contraire, vous êtes vraiment sur la logique où votre personnel est dédié à sa tâche quotidienne, au développement de l'entreprise, à la gestion de l'entreprise, et parallèlement, vous venez générer des économies supplémentaires en gain de temps. On est dans la logique du gain de temps et on est dans la logique aussi d'une notion de benchmarking, c'est-à-dire que ce sont des gens dont c'est le métier qui ont été négociés, la partie téléphonie, la partie assurance, etc., etc. Merci beaucoup, Jean-Charles. J'ai vu qu'il y avait déjà 2 questions dans le chat. Ouais. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les inscrire. On va y revenir juste après. Moi, j'en ai une qui me vient à l'esprit, donc je me permets, puisque là, on est animateurs tous les deux, côté privilège. Tu ne parles pas du tout de prix, Jean-Charles. Comment est-ce que tu fonctionnes? Alors, sur les 2 structures, je disais en me présentant que la partie Optimis Cost est une société de cost killing, donc on intervient à un instant T dans une entreprise pour analyser et renégocier ses coûts sur la base de ses propres achats. Donc là, on a une rémunération qui est autofinancée par les économies générées et exclusivement au success fee. Okay. Et ensuite, quels que soient les leviers sur lesquels on va travailler. Et ensuite, Optimis Achat, c'est une centrale d'achat où là, l'objectif, on a 3 objectifs: permettre à l'entreprise de gagner du temps dans sa relation fournisseur, faire des économies grâce aux tarifs grand compte qu'on a pu négocier. Et enfin, on a un 3e volet, je n'en ai pas parlé, mais qui est un peu essentiel aujourd'hui, qui est un volet pouvoir d'achat des collaborateurs à travers un CE externalisé.
où là, aujourd'hui, on se rend compte que l'une des problématiques des entreprises aujourd'hui, c'est le recrutement et la fidélisation des collaborateurs. Là, on est sur un système d'abonnement mensuel à 19,90 € hors taxe, avec 2 mois gratuits pour les entreprises ou les structures qui s'abonneraient et qui régleraient en un coup, ce qui fait 199 € hors taxe. Voilà en toute transparence comment on fonctionne. Tu parles beaucoup entreprise. Bien sûr, quand on entend par entreprise aussi bien… structure, au sens très large du terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui… Ça peut être une étude notariale, ça peut être un cabinet d'avocat, ça peut être un cabinet d'archi, etc. Complètement. Du reste, on a travaillé pour ces 3 types d'activités, que ce soit sur Optimiscost, où on a des adhérents dans ces 3 types d'activités sur Optimisachat. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les frais généraux, les achats de métiers, enfin, les achats métiers vont concerner vraiment quelques métiers, mais tout ce qui est frais généraux est assez transverse, quelle que soit l'activité de l'entreprise ou de la structure. C'est vrai que moi, je raisonne un peu entreprise, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, j'associe, c'est vrai, un cabinet d'avocats, hormis la forme juridique qui est différente, on a les mécanismes d'une entreprise en termes de fonctionnement, en termes de coûts de fonctionnement. Tout à fait, mais je voulais te le faire préciser. Je dis toujours que l'avocat est un chef d'entreprise, de toute façon. Complètement. Ok, merci Jean-Charles. Notamment s'il est dans la logique de stratégie commerciale. Il est obligatoirement aujourd'hui dans la logique de stratégie commerciale. Donc, inscrivez vos questions. On va y venir juste après le tirage au sort des 2 cadeaux. Mais juste avant, peut-être vous dire un mot sur l'intérêt de travailler avec Jean-Charles et avec moi, l'un ou l'autre, les deux. C'est une vraie combinaison gagnante quand on est ensemble. Et je vais peut-être, comme je suis galante, je vais commencer par moi. Bon, non, allez, vas-y. Vas-y. Non, vas-y, s'il te plaît. Non, vas-y. Alors, à mon niveau, il y a plusieurs manières de travailler ensemble. La première, je dirais, c'est de réaliser un audit et de réfléchir en fait à votre activité. Donc, c'est vraiment opérationnel. On pose une stratégie et des actions liées ensemble. La deuxième, c'est vous accompagner d'un point de vue personnalisé, soit sur un axe stratégique, soit sur une ou plusieurs actions, soit intégralement. J'adore les challenges. Et puis, j'ai écrit un livre sur l'acquisition en fait de clients et de notoriété avec LinkedIn que vous voyez en haut. Et vous le trouvez là aussi un peu partout chez votre libraire préféré. Et il vous permet de maîtriser en fait le développement avec LinkedIn directement grâce au livre avec les 58 vidéos. Voilà un petit peu me concernant. Et toi, Jean-Charles? Moi, c'est un peu le même principe. Ça démarre par un échange informel ou formel qui nous permet de comprendre l'entreprise et d'en apprécier les tenants et les aboutissants pour ensuite orienter sur l'une des 2 options qui va être soit la mission de cost killing Optimiscost, soit une adhésion centrale d'achat, sachant que l'adhésion centrale d'achat est beaucoup plus simple pour l'entreprise puisqu'elle ne nécessite pas de back-office. Sur la partie optimisation des coûts, on travaille sur 12 mois de facture, les contrats. Donc, on a besoin d'avoir les éléments pour pouvoir travailler. Mais quelle que soit l'opération, elle va permettre d'augmenter la rentabilité de l'entreprise à périmètre constant. Alors, en ce qui concerne le tirage au sort donc des 2 cadeaux, on ne va pas être très originaux. On ne va pas vous offrir une bouteille de vin ou une bouteille de champagne. On va être sur notre cœur de business. Donc, en ce qui concerne Céline, ce sera le magnifique livre avec les 58 vidéos du bon fonctionnement sur LinkedIn, plus 1 heure d'accompagnement pour celui d'entre vous qui gagnera. Et puis, en ce qui me concerne, donc c'est 1 an d'adhésion gratuite à Optimisachat pour venir découvrir et apprécier la qualité des prestataires qui sont référencés au sein de cette centrale d'achat. Et je te propose qu'on y aille pour le tirage au sort. Nous sommes 27 moins 3 parce que nous avons 3 postes connectés, donc 24. Je vais demander à… Alors, si vous pouvez mettre votre caméra, c'est mieux. C'est plus sympa, on vous voit, ce serait bien. Je vais demander, par exemple, à Jean-Marc Doria de me donner un chiffre entre 1 et 24. Ah, il faut mettre le micro par contre. Il faut… Voilà.
Ah, alors on ne vous entend pas, c'est complètement déformé votre voix. Je suis désolée. Là, votre voix, on dirait un petit robot, donc impossible de savoir, je passe à quelqu'un d'autre. Allez, on va demander à Patrice Deroux, un numéro entre 1 et 24. Le 20? Oui. Ok, très bien. Et ce sera pour le cadeau Optimise Achat. Donc, on y va. Eh bien, c'est Sonia Benkemis. Sonia, on se connaît en plus. Oui, on se connaît Céline. Donc, le cadeau d'Optimise Achat donc de Jean-Charles pour Sonia. Vous prendrez contact tous les deux via LinkedIn directement. Un Je autre vous numéro. contacte dans la foulée, Sonia. Merci Jean-Charles. Donc, super. Sonia, un numéro entre 1 et 24 en dehors du 20 maintenant. 6. 6. Eh bien, c'est Patrick Estienne. Patrick, nous aurons l'occasion de nous revoir. Donc, Merci beaucoup. Donc, J'avais je prends. peur d'avoir l'autre cadeau, mais ça va, je suis rassuré. Je plaisante. Je précise que Patrick est mon expert comptable. Non, Ok, d'accord. Bon, très bien, super. Donc, Patrick, ravi. On se retrouve là aussi sur LinkedIn et je vous ferai passer le livre et on fixera le rendez-vous pour l'heure d'accompagnement. D'accord, ravi. On y va pour les questions-réponses? allez, c'est parti. Alors, questions-réponses. Donc, hop. La première question, n'y a-t-il pas de risque de générer un contrôle de la part de l'administration? Et c'est la question que tu as lue tout à l'heure pendant que Ouais. tu intervenais. Alors, Laurent, c'est une super question et pas plus que d'habitude. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez un contrôle fiscal ou un contrôle URSSAF, c'est un contrôle à charge. Vous tomberez rarement sur un inspecteur fiscal ou une personne de l'URSSAF qui viendra vous dire là, vous avez trop payé. Ou alors, ce qui sera rattrapé autrement. Des contrôles URSSAF, des contrôles fiscaux sont mécaniques, en fait. C'est généré relativement fréquemment. Donc, vous n'augmentez pas la possibilité d'avoir de contrôle, sauf à faire n'importe quoi. Mais je précise, ça m'est arrivé une fois d'avoir une entreprise qui était à Saint-Étienne. Je tairai le nom de la boîte, mais on avait trouvé 200 000 € de récupération de taxes foncières. Et le dirigeant m'a dit, on arrête tout. On arrête tout parce qu'en fait, eux avaient bidouillé un peu les bilans et les comptes de résultats. Donc, dans ce cas-là, en effet, c'est toujours une question de bénéfice-coût. Mais si vous êtes clair et si vous faites les choses dans les règles, alors n'hésitez pas parce que vous ne risquez pas plus de contrôle et surtout que l'argent que vous allez récupérer, ça va vous faire du bien l'année où vous le mettez dans les comptes. Mais surtout, tout au long de l'activité, tout au long des années de l'activité, alors vous allez bénéficier de ces économies. Donc, ne vous privez pas d'y aller. Maintenant, à vous de le mesurer, mais je sais qu'aujourd'hui, les clients chez lesquels on a pu mettre ça en place n'ont pas été plus contrôlés. C'est important, effectivement, de le dire et je comprends mieux tout à l'heure que tu aies souligné que la question était intéressante. Elle est super intéressante et elle est très régulièrement posée par les clients. Ce qui ne m'étonne pas, effectivement. Deuxième question, sommes-nous à qualité de prestation équivalente? Là, je ne sais pas si tu fais le lien. Oui, c'est impératif. Alors, sur la partie Optimise Cost, c'est impératif. On n'est pas en train de chercher du moins de 10 ans, on est en train de chercher une équivalence de prestat. Maintenant, ça peut être aussi l'occasion pour l'entreprise de reposer un certain nombre de postes. C'est-à-dire que vous rentrez par exemple dans des locaux, vous allez partir sur un certain nombre de dépenses et puis les années durant, vous faites que le temps passant fait que vous penchez un peu moins sur les choses
Et ça peut être l'occasion, parce que l'entreprise s'est développée, parce que vous êtes plus nombreux, de se reposer des questions en disant, bah, tiens, le besoin qu'on avait et qui est contractuel avec le fournisseur, il y a besoin de l'updater d'une manière ou d'une autre, donc ça peut être l'occasion de le faire. Mais en tous les cas, en termes de prestations, on va raisonner en prestations équivalentes. Si on parle d'un contrat de nettoyage de X heures par semaine, on parle de X heures par semaine, on ne va pas parler de moins, etc., etc. Si on parle de forfait téléphone à 50 gigas, on va raisonner sur des téléphones à 50 gigas. Par contre, on va d'abord se poser la question, est-ce que vous utilisez vraiment les 50 gigas? Si le client utilise les 50 gigas, on ne va pas lui dire, tu fais des économies en passant à 30. Ça, c'est de la fausse économie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai peut-être une, et justement, puisqu'il y a un expert comptable, j'en suis ravie. Il y a beaucoup d'entreprises qui font la démarche parce que c'est finalement essentiel d'aller faire en entreprise, cabinet, études notariales, peu importe la structure. Il y a beaucoup de structures qui font cette démarche d'aller revisiter leurs coûts et le travail sur les achats. Moi, je pense que Jean-Charles a résumé tout à l'heure, hein, pas tant que ça finalement, parce que pour des questions de temps, souvent, on se le dit et on ne le fait pas, quoi, voilà. Alors après, évidemment, en fonction des structures, la composante du chiffre d'affaires, des charges n'est pas forcément liée à ces achats-là. Actuellement, on a beaucoup de problématiques plutôt d'augmentation de salaire et de difficultés à recruter qui font un peu bousculer les grilles tarifaires dans les entreprises, en fait, hein, parce que comme la main-d'œuvre est rare, donc là, elle devient plus chère, et comme elle est plus chère, elle bouscule un peu tous les autres équilibres. Voilà, je parle en connaissance de cause. Mais ce que tu précises, Patrick, c'est complètement vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la principale de nous, ce qu'on constate, les deux principaux problèmes auxquels sont confrontées les entreprises et les structures, c'est petit 1, l'augmentation hallucinante de certains coûts de revient. Je parlais matières premières, énergie, emballage, transport, tout en fait. Et la deuxième problématique, c'est la problématique de personnel, où aujourd'hui, quels que soient les métiers, et pour avoir partagé avec Patrick, quels que soient les métiers aujourd'hui, on se rend compte que la Covid a modifié le rapport au travail des collaborateurs. Et aujourd'hui, c'est pour ça que allez financer, ne vous privez pas, on a parlé de stratégie commerciale, mais quand on va faire des économies, on finance aussi potentiellement des embauches et des augmentations de salaire. Donc, vous pérennisez votre structure grâce à ça. Donc, il ne faut pas s'en priver, mais ça veut dire que si vous ne pouvez pas le faire en interne, confiez-le en externe. C'est important. Et aujourd'hui, la bataille du collaborateur, c'est la bataille qui va faire gagner les entreprises ou les structures ou pas. Sans collaborateur, malheureusement, on va pas très très loin tous autant qu'on est, quoi. Alors moi, j'ai épuisé le stock de questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en. Moi, j'ai une question te concernant. Comment on peut aller plus loin sur la partie LinkedIn qui est ta spécialité plus parmi toutes les autres? Comment aujourd'hui on peut aller récupérer des clients additionnels grâce à LinkedIn? Donne-nous quelques clés. Alors ça, c'est 222 pages, mais je vais donner quelques clés parce que là, je travaille en ce moment avec un photographe depuis 2 mois, donc avec régularité. L'objectif en fait qui a été fixé était de le plus rapidement possible lui apporter des nouveaux clients. Donc la première chose que j'ai fait, c'est vérifier la qualité de son profil. Est-ce que son profil, quand je regardais le profil du photographe en question, est-ce qu'il renvoyait la même image que lorsque déjà je le rencontrais et qu'il me parlait de son activité? Donc ça, c'est important. Vous devez exister de la même manière sur LinkedIn qu'en privé, quand on vous voit, quand on vous croise en rendez-vous. La deuxième chose, c'est qu'il faut construire un réseau, quel que soit le réseau, que vous le connaissiez ou non.
il faut vous constituer un réseau. Pourquoi? Parce que quand vous allez communiquer, l'algorithme de LinkedIn va montrer vos communications à une partie de votre réseau. Donc, plus vous avez de monde, plus vous allez exister, en fait, prendre pied sur LinkedIn. Et donc, vous allez ancrer d'une certaine manière le qui vous êtes. Donc, par exemple, si je reviens sur le photographe en question, il a fallu qu'on parte sur le reportage, il a fallu qu'on parte sur la publicité, qu'on parte sur le portrait, sur tout ce que la personne sait faire, et puis qu'on le mette en musique en respectant bien la personnalité du photographe et la qualité de ses prestations. Et donc, ça a été déployé. Et derrière, quand vous allez essayer d'augmenter votre réseau, vous allez lancer des invitations. Et par ces invitations, l'objectif est de créer du lien et par la création de liens, d'avoir aussi des nouveaux clients. Donc, c'est un tout. Aujourd'hui, il y a deux mondes. Il y a le monde physique, on va dire notre quotidien où on va croiser X personnes dans la journée. Et puis, à côté de ça, il y a un monde virtuel qui va travailler pour nous pendant qu'on va tout simplement faire autre chose, voilà, que ce soit du travail ou autre chose. Et c'est 10 minutes par jour à partir du moment où les choses ont été mises en place. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'est 222 pages, donc c'était pas évident. Patrick, tu avais une question sur LinkedIn? Oui, je vais rebondir sur ce que disait Céline. C'est une question qu'on s'est posée au moment par rapport à la page qu'on a du cabinet. C'est à combien on devait arriver d'abonnés pour justement que notre communication sur ce réseau elle soit efficace. C'est-à-dire que nous, on communique, pour faire simple, nos offres d'emploi, nos actualités et les actualités sociales, etc. Mais voilà, on s'est toujours posé la question à combien il faut qu'on arrive pour que la diffusion soit efficace pour une petite entreprise. C'est-à-dire, je parle entre 10 et 50 personnes. Voilà. Que l'entreprise soit petite ou grande, là, la démarche commerciale est la même. Il y a deux choses sur LinkedIn. Il y a les comptes professionnels, donc votre compte à vous, et puis il y a le compte entreprise. La démarche n'est pas du tout la même. Quand je vais chercher un expert comptable, je vais chercher un professionnel, je vais discuter avec le professionnel. Donc en fait, c'est l'expert comptable qui, lui, va avoir une action sur LinkedIn pour aller capter une clientèle. Il va s'appuyer sur l'entreprise qui, elle, va publier effectivement un certain nombre d'actualités et essayer d'avoir le plus de personnes qui lui sont rattachées justement pour communiquer, mais d'une autre manière. Ça va être très institutionnel, en fait. L'homme, l'humain, c'est l'expert comptable. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une stratégie à mettre en place entre la page professionnelle et les pages personnelles des experts comptables, voire même plus loin, puisque j'ai le cas avec une banque où là, il faut mobiliser davantage et l'image, la notoriété du cabinet, de l'entreprise, elle va être multipliée par un facteur qu'on ne connaît même pas parce que à chaque fois qu'il y aura une publication, une partie de votre réseau va voir, une partie du réseau de votre réseau et du réseau de votre réseau. Donc, on peut aller très, très loin et c'est comme ça qu'on se retrouve avec de nouveaux clients qu'on ne connaît pas du tout et qui sont parfois très éloignés en termes de relations de nous. Ok, merci. Mais c'est un sujet dont on pourra parler puisque, il me semble, c'est bien vous, hein, oui. Oui, c'est moi. Ouais. N'essayez pas de changer de bénéficiaire du cadeau dans le truc. Tu as quand même 222 pages à lire, hein, cher ami. Mais je me réjouis d'avance. Il y avait une autre question de Laurent pour toi, Céline. Oui, alors la question c'est: faut-il mieux poster sur le profil ou sur les pages pro ou les deux? Combien de posts par semaine, par mois? Alors moi, j'encourage à 1 à 2 posts par semaine sur les profils personnels. 3 quand on peut vraiment. Plus, on occupe trop de place et si les posts ne sont pas à l'image de ce qu'on attend, on peut perdre des relations. Après, je dirais que c'est plus la qualité des posts. Pourquoi est-ce que vous publiez? Pourquoi est-ce que vous envoyez une information au réseau qui va vous amener à publier? On ne publie pas pour publier, on publie parce qu'on a un objectif donné
une information qui semble intéressante pour le réseau et on explique pourquoi. Je vois souvent des posts d'un article comme ça qui sont republiés sans motif, sans message, sans accompagnement. On n'a pas du tout envie d'avoir ça. On a suffisamment de sources pour nous alimenter au niveau de l'information qui nous intéresse, plutôt que d'aller sur un réseau comme ça où on doit deviner pourquoi les gens postent. Donc, il faut poster effectivement sur l'entreprise, mais vraiment des informations qui concernent l'entreprise. Et ensuite, mixer, avoir une stratégie avec les comptes personnels. C'est ce qui fait que votre entreprise va prendre en notoriété et que vous allez, vous, en tant que personne ou en tant qu'équipe, aller chercher de nouveaux clients ou grandir en notoriété, vous ancrer dans le réseau LinkedIn. C'est magique, LinkedIn. Est-ce que j'ai répondu à la question, Laurent? Oui, super. Vous utilisez tous LinkedIn? Oui, Sonia, oui, je sais. Sonia, j'aime bien les posts de Sonia, donc oui. Oui, non? Oui, d'accord. Et pareil, la même question, vous avez optimisé vos coûts? Oui, vous avez eu cette action peut-être, vous, de votre côté? Indispensable. Hein. Indispensable. Mm. Bon, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Non, obligé de vous quitter. À bientôt, Magali. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, alors n'hésitez surtout pas. Après, vous pouvez communiquer avec nous sur… moi, je donne toujours LinkedIn puisque c'est le plus simple. On peut se parler, faire des échanges. On revient quand on veut et on a tout l'historique sur LinkedIn. Vous savez où nous contacter également. Et puis, si une question vous vient par la suite, on y répondra avec grand plaisir. Un grand merci, Jean-Charles. Merci, merci à tous. Merci Céline. Et puis à bientôt. À très bientôt.